Alors peut-être on peut commencer par un petit tour de table de présentation rapide. Qui vous êtes, Antoine, qui vous représentez? Bonjour à tous, donc je suis Antoine Guéguin, je travaille à la Ville de Paris, à la direction du logement et de l'habitat, et je suis dans le bureau qui s'occupe de l'accompagnement de la rénovation environnementale, que ce soit pour les copropriétés ou les logements sociaux. Merci Antoine. Bonjour à Axel? tous. Donc, Axel Madelena, moi je suis en charge de la coordination d'un dispositif d'accompagnement des copropriétés dans leur projet de travaux de rénovation énergétique, projet piloté par la Ville de Paris. Donc chez Solia, donc une association qui fait partie d'un grand mouvement de près de 200 structures et qui existe, mouvement qui trouve sa source dans un mouvement militant des années 20. Voilà. Voilà. Merci Axel. Bonjour, je suis Stanko Trifinovic, donc je suis directeur technique de l'ARC, l'association des responsables de copropriété. Et à ce titre, je dirige aussi la coopérative technique de l'ARC, Copropriété Service. Dimitri? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dimitri Moll. Je suis le président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Cnova et je suis ici au titre de représentant de Cinov, qui est la fédération des maîtres d'œuvre et de l'ingénierie, donc tous les professionnels de la filière, notamment sur la rénovation des copropriétés. Voilà, merci. Et Alexandre? Pardon. Ah oui, il faut tirer le fil. Bonjour, bien évidemment. Merci de l'accueil. Donc, moi, je suis Alexandre Vitry, architecte, et je suis ici pour représenter l'association. Ça tourne au sketch. Donc, la compagnie des architectes de copropriété qui est spécialisée dans la réparation de la ville au travers de la rénovation des copros. Voilà. Mais finalement, on a tout le monde. On a l'architecte, la ville, le bureau d'études, les copropriétaires, l'opérateur. C'est un grand plaisir de vous avoir effectivement avec nous pour parler de ce sujet sur la rénovation globale. Alors peut-être on peut commencer, Antoine, c'est ce qu'on avait dit en préparant cette table ronde, parce qu'on a travaillé, on l'a préparé. On peut commencer effectivement par faire un tour d'horizon à la fois de la collectivité, la mairie de Paris. Finalement, qu'est-ce que fait la mairie pour la rénovation énergétique et quel plan il y a en ce moment? Alors en ce moment, on a une grosse actualité puisqu'on lance le nouveau Éco-Rénovons Paris qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus. Et donc, c'est un dispositif d'accompagnement des copropriétés dans leur démarche de rénovation environnementale. Donc, il y a plusieurs nouveautés par rapport à ce qu'on avait pu faire auparavant. Notamment, on a amélioré le parcours client, entre guillemets, puisqu'on a un point d'entrée qui est très clair aujourd'hui, c'est l'Agence parisienne du climat, qui est le guichet unique de la rénovation environnementale à Paris. Donc, et après, on va lancer un accompagnement plus poussé jusqu'à la livraison des travaux et le paiement de toutes les subventions. Donc, pour faire simple, une copropriété va voir l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat va l'accompagner dans ses démarches d'audit global. Et puis, une fois qu'elle a mûri son projet, on va l'intégrer dans le dispositif. Et c'est un dispositif d'accompagnement notamment piloté par Solia. Et puis, on a aussi Urbanis qui peut accompagner les copropriétés. Et dans ce cadre-là, on va accompagner les copropriétés du début de leur projet jusqu'effectivement la livraison des travaux et leur financement. Donc, c'est une opération qui va durer 4 ans jusqu'en 2026. On prévoit d'obtenir le vote d'à peu près 20 000 logements en rénovation environnementale et on met à disposition près de 50 millions d'euros de subventions de la ville de Paris. Ah oui, donc il y a beaucoup d'argent, je crois plus que la précédente période. Mais je suis une copropriété finalement. La question que je peux me poser, c'est comment je rentre dans ce dispositif. Est-ce que toutes les copropriétés peuvent rentrer ou il n'y en a que certaines qui vont rentrer dans ce dispositif? Alors, toutes les copropriétés parisiennes peuvent rentrer dans le dispositif. Le point d'entrée, c'est l'Agence parisienne du climat. Ils maîtrisent bien le sujet. On a simplifié vraiment le parcours pour que la copropriété soit accompagnée du début jusqu'à la fin. À un moment, il y a un passage de relais entre l'Agence parisienne du climat et nos opérateurs qui sont vraiment spécialisés dans la conduite de projet et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, comme je le disais, toutes les copropriétés vont pouvoir être accompagnées. On distribue aussi les aides de l'ANA, donc MaPrimeRénov' copropriété qui est maintenant ouverte à toutes les copropriétés. Donc, c'est vraiment toutes les copropriétés peuvent venir et pousser leur programme de rénovation au plus haut de ce qu'elles peuvent faire ou ce qu'elles veulent faire. Oui. Alors, si je tire le fil, finalement, une fois que l'Agence parisienne du climat a fait son travail d'initiateur ou d'allumeur de projet et que le DTG a été réalisé, donc c'est Solia qui reprend peut-être c'est Axel qui va reprendre le micro, donc c'est Solia après qui reprend la main pour effectivement accompagner. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Solia? Oui.
en termes de mission? Alors, je voulais juste revenir déjà sur un point important, c'est que mener un projet de rénovation dans sa copropriété, c'est quelque chose qui est techniquement complexe, coûteux et qui doit emporter l'adhésion de la majorité des copropriétaires. Donc, ce qui est très important quand on mène un projet de rénovation dans sa copropriété, c'est de prendre son temps. Et prendre son temps, déjà, ça passe par ne pas sauter d'étape. Et la première étape à pas sauter, c'est de faire l'état des lieux, notamment de la performance énergétique du bâti, à minima, la performance énergétique du bâti, et projeter les travaux qui sont nécessaires. Et pour ça, aujourd'hui, on a des outils réglementaires sur lesquels s'appuyer. Donc, le DPE collectif, mais on peut aller plus loin. Et là, je ne vais pas détailler parce que ce sera détaillé par l'ARC juste après. Le plan pluriannuel de travaux et l'interdiction de location des passoires thermiques pour les bailleurs. Donc, ces outils sur lesquels on peut s'appuyer, je ne vais pas passer sur les étapes suivantes, ce sera détaillé par la suite. On l'a évoqué, donc être accompagné, c'est très important parce que c'est un projet complexe. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'on a une offre d'accompagnement qui s'est structurée autour d'une plateforme qui s'appelle France Rénov'. Donc aujourd'hui, on a un guichet unique, on a un conseiller. Dès qu'on se pose des questions, dès le démarrage du projet, on a un conseiller qui est là pour répondre aux questions, pour lancer le projet, commencer à le maturer. Et après, c'est quelqu'un qui est en capacité de vous orienter vers l'accompagnement adapté. Donc, l'accompagnement adapté en copropriété et pour un projet global, en l'occurrence, ça va être une assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour rappel, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour mobiliser l'aide de ma prime Rénov' copropriété, c'est obligatoire. Donc, c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Ça, c'est ce que vous faites chez Solia. Exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on fait chez Solia. Donc, on va vous accompagner à mobiliser votre copropriété en interne. Et là, je vais y venir juste après. À consulter et choisir les professionnels, à définir le plan de financement, vous conseiller sur l'orientation technique du projet et à monter les dossiers de subvention, etc., etc. Et ce sera également détaillé. Je vais pas m'attarder un peu plus sur ce sujet parce que ce sera détaillé plus tard. Et donc, je disais, ce qui est très important, le point qui pour nous est vraiment clé, c'est la communication au sein de la copropriété. Pour réussir un projet dans sa copropriété, il faut une interface entre les copropriétaires et les intervenants sur le projet. Une interface pour communiquer dans les deux sens, c'est-à-dire autant pour consulter, recenser les besoins des copropriétaires et recueillir leurs avis sur le projet, et les remonter aux intervenants du projet, que d'aller s'informer auprès des intervenants et de redescendre toutes les informations auprès des copropriétaires. C'est une condition indispensable pour créer de l'adhésion dans le projet, et une assistance à maîtrise d'ouvrage, elle ne peut pas fonctionner si on n'a pas cette accroche dans la copropriété. Voilà, donc c'est très important de rappeler ça, notamment parce que je reboucle la boucle, mais c'est une des conditions indispensables pour pouvoir intégrer le programme Éco-Rénovons Paris, c'est d'avoir un point d'accroche, un porteur de projet avec lequel on puisse communiquer avec les copropriétaires et remonter les informations aux intervenants. Voilà, on va revenir sur vous, on va boucler. Stanko, alors effectivement, ce que disait Axel, c'est… attention avec les fils, oui. Ce que disait Axel, c'est effectivement partir du besoin des copropriétaires. Alors, ce qu'on voulait, c'est peut-être rappeler aussi, Stanko, les différents, parce que les copropriétaires nous posent la question, il y avait l'audit énergétique qui était obligatoire depuis 2017, qui est plus obligatoire. Maintenant, il y a le DTG, il y a le plan pluriannuel. Est-ce qu'il est obligatoire, pas obligatoire, le plan pluriannuel de travaux. Bon, enfin, ce qu'on voulait faire un peu là maintenant, c'est aussi rappeler un peu ces différents dispositifs réglementaires dans lesquels s'inscrit le copropriétaire. Oui. Je vais y venir tout de suite. Je souhaite juste rebondir sur ce que vient de dire Axel. Tout à fait, la communication, nous, à l'ARC, on applaudit des deux mains. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et de notre côté, on encourage donc les conseils syndicaux et on essaie de les former pour que justement ils adhèrent et ils soient une force motrice, la locomotive en fait du projet. Parce que c'est évident que c'est un projet porté avec la copropriété, ce n'est pas le syndic dans son coin qui mène ça. On appelait ça aussi le leader énergétique dans la copropriété, la personne qui va porter
ce projet. Bon, là, on pourrait dire le leader de la rénovation globale, hein, Oui, on pourrait dire maintenant. Hein. Dans chaque copropriété, naturellement, il y a toujours dans les conseils syndicaux quelqu'un qui est un peu plus dynamique ou un peu plus au courant des thématiques du bâtiment ou autre, et qui naturellement s'impose un peu. Mais nous encourageons vraiment à ce qu'il y ait une espèce de commission au sein de chaque copropriété qui fasse le relais, la courroie de transmission, et qui remonte dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il faut que la communication aille dans les deux sens, comme disait Axel. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui porte le projet, il faut que l'ensemble de la copropriété adhère à ce sujet. Ouais. Dans les faits, il y a souvent une personne qui porte le projet et sur lesquels les autres reposent. C'est la nature humaine, donc un peu par paresse, mais quand on voit comme ça des situations où quelqu'un se retrouve avec porté sur ses épaules toute cette fonction de communication, on essaie de les accompagner et surtout d'agréger une dynamique autour de cette personne, parce que c'est très lourd à porter. Alors évidemment, une copropriété de 200 lots, on peut avoir plus de membres au conseil syndical qu'une copropriété de 3 lots ou de 9 lots où les possibilités sont plus réduites. Voilà. Alors sur les différents dispositifs réglementaires. Alors, il y a eu donc au fil des années toute une inflation de dispositifs, enfin de multiplication d'audits et autres. Partons de la loi très importante, la loi climat résilience et climat, enfin je ne sais jamais, d'août 2021, donc toute récente, un an, qui nous impose le PPT, donc un plan pluriannuel de travaux. Donc, je vais essayer d'aller doucement au niveau des acronymes, parce que là, vous allez voir, c'est la multiplication. Donc, le PPT, plan pluriannuel de travaux, est une liste de travaux à exécuter dans la copropriété sur 10 ans. Cette liste, elle doit comporter donc, un phasage, une proposition de phasage, et une estimation des coûts et, le cas échéant, le gain énergétique que ces travaux permettent d'obtenir. Donc, cette liste, la loi le dit clairement, peut être faite par 2 voies principales, enfin 2 voies uniques même. C'est le DTG, diagnostic technique global. Pour aller vite, c'est un thermicien et un architecte ou un ingénieur qui vont sur une copropriété et qui font une analyse, donc la partie architecturale et technique et la partie thermique, et ils rendent un DTG, donc un rapport qui montre poste par poste l'état actuel de la copropriété, et ensuite font des propositions et une synthèse qui en fait est un PPT, idéalement, quand c'est bien fait. Et une autre voie pour parvenir à ce PPT, à construire notre PPT, c'est un audit architectural accompagné d'un DPE. Donc, un audit architectural, c'est un architecte en général ou un cabinet d'ingénierie qui s'occupe, qui analyse toutes les parties techniques de l'immeuble. Et parallèlement, il y a un DPE qui est fait, donc, qui n'est pas fait par un thermicien en général, mais plutôt par un diagnostiqueur, qui produit donc le DPE, c'est diagnostic de performance énergétique. Donc, on commence à être familiarisé, c'est les systèmes d'étiquettes A, B, C, D, E, F, G. FG étant considéré passeur thermique et qui comporte après des conséquences au niveau réglementaire, notamment pour les propriétaires bailleurs. Et donc, ce DPE va être obligatoire pour toutes les copropriétés à partir donc de copropriétés de moins de 200 lots, entre 50 et 200 lots, 1er janvier 2024, entre 50 et 200, 1er janvier 2025. Plus de 200 lots, 1er janvier 2024, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui, pardon. Entre 50 et 200 lots, 1er janvier 2025, et moins de 50 lots, 1er janvier 2026. Revenons au PPT. Donc, donc, il y a 2 voies pour faire le PPT. Ce PPT va être très important parce que justement, il permet de communiquer en interne sur les besoins et les carences de la copropriété en termes thermiques. Donc, qui dit thermique dit aussi donc, gain énergétique, etc. Donc, économie, et dans le contexte actuel, ce n'est pas une mince affaire. Et il permet aussi de se positionner par rapport à des dispositifs d'aide comme MaPrimeRénov', donc qu'on a déjà évoqué brièvement ici.
Donc, il y a un plan de financement aussi finalement, il y a les travaux qu'il faut réaliser sur plusieurs années aussi, et également Tout à un fait. plan de financement, combien ça va coûter, combien. Tout à fait, il y a un estimatif et donc et ça aussi c'est une nouveauté qui va changer un peu le fonctionnement des copropriétés, c'est que il y avait le fonds travaux qui était basé sur 5% du budget estimatif de la copro. Et maintenant, à partir du moment où une copropriété a fait un PPT, ça va être 2,5% de la somme des travaux qui sont sur le PPT. Donc, ça va changer les choses. Évidemment, si une copropriété idéale a tout fait, n'a pas de travaux, il y aura quand même un plancher qui, lui, sera toujours les 5% du budget estimatif des travaux. Donc, en fait, ce dispositif va faire monter le montant de fonds de travaux qu'il faudra mettre de côté à chaque exercice. Voilà, on va continuer. Merci on va continuer avec Alexandre. Merci, Stanko, pour cette précision. On parlait, Alexandre, effectivement, c'est ce que disait Stanko, je te voyais dodeliner de la tête en disant sur la partie architecturale. Oui, non, mais j'aime bien Stanko parce qu'il a plusieurs fois répété le mot architecte, donc c'est très rassurant. Et en synthèse, moi, j'interviens pour valoriser effectivement l'intervention de l'architecte. Je suis désolé, à ma droite, je sais qu'on préfère aussi un peu les ingés, mais parce que ça peut faire peur, mais le maître d'œuvre architecte, dans le cadre de ses travaux globaux, va catalyser effectivement ce que tu disais, ces idées de subvention, ces idées de motivation, et puis le diagnostic, parce qu'en fait, c'est principalement la base de la rénovation, c'est le diagnostic initial. Il ne faut pas oublier aussi le diagnostic financier, l'état financier des copros, parce qu'en fait, on a 3 volets, on a architectural, thermique et économique. Et au travers de ces 3 volets-là, on a l'intervention de l'architecte. Oui, sur l'architecte, finalement, le diagnostic architectural, qu'est-ce qu'on regarde dans le bâtiment? On regarde tout. En fait, du diagnostic architectural, on regarde tout. On regarde la stabilité de l'ouvrage, on regarde la salubrité de l'ouvrage, on regarde le fonctionnement de l'ouvrage, et on regarde dans quel état. Très simplement, c'est le passage, excusez-moi, je perds mes mots, mais bon, c'est la visite médicale, quoi. Voilà. C'est l'ensemble des travaux qu'il faudrait réaliser. Parce qu'on sait, sur les copropriétaires, je sais sur le passage à l'acte, ce que j'entends souvent sur les conférences, il y a beaucoup de copropriétaires qui disent nous, on a engagé les travaux de rénovation globale parce qu'on en avait marre d'avoir des travaux qui intervenaient, des travaux d'urgence, voilà, sur lesquels, en fait, je termine, sur lequel je paye beaucoup d'argent parce que finalement, on intervient dans l'urgence et on se dit, tiens, il faudrait prendre un peu de recul, planifier l'ensemble des travaux, faire un état des lieux et puis mettre ça dans une enveloppe globale avec une rénovation globale. Est-ce que finalement, vous faites ce constat-là quand vous faites un audit architectural? En fait, on le fait par défaut, mais ce qu'il faut souligner, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce d'appel aux sirènes de la subvention, donc on veut aller absolument faire des travaux. Par exemple, le cas type, c'est les gens qui veulent aller chercher du C2E et font absolument l'isolation des planchers haut de cave, en oubliant que la façade principale plein nord, elle n'est pas isolée, ou que les fenêtres, elles ont 50 ans. Donc effectivement, il y a une espèce d'appel à l'urgence de la rénovation, parce qu'il y a une prise en compte de certains copros, mais sans la vision globale. Et on revient sur le thème de cette table ronde, c'est la globalité de la rénovation qui est intéressante. Et ça coûte plus cher finalement de résoudre en urgence lot par lot. Exactement. Pour finir ce tour de table, on va revenir, Alexandre, à toi, parce qu'il y a des choses encore à dire. Pour finir ce premier tour de table avec Dimitri, effectivement, donc on voit que vous êtes nombreux le temps que le micro revienne. Dimitri, on voit qu'effectivement, là où tu portes plutôt le sujet de la maîtrise d'œuvre, mais aussi la nécessité d'intégrer. On voit qu'il y a plein de corps de métier qui travaillent ensemble, et ce que vous portez au niveau du SINOV, c'est la nécessité d'intégrer ces différents corps de métier. Et puis j'avais une question subsidiaire, là sur lequel il faut m'éclairer, et aussi j'imagine le public, c'est que finalement l'ARC fait de l'AMO, Solia est un opérateur aussi AMO, le bureau d'études est peut-être un opérateur aussi AMO. Donc ça c'est la deuxième question. Finalement c'est qui fait cette mission d'AMO? Ok, très, très bonne question, effectivement, merci beaucoup. Donc en fait, en synthèse, la démarche de rénovation globale, c'est pas compliqué.
il y a 3 marches à franchir pour la copropriété. La première, c'est une première marche qui s'appelle la programmation, où on fait un point en partant de zéro. Ça va prendre une année, un cycle d'assemblée générale à assemblée générale, au cours duquel on va faire l'état des lieux complet de la situation au niveau technique, architectural, financier, les besoins d'entretien du bâtiment. Donc, c'est le fameux diagnostic technique global qui débouchera sur un programme de rénovation qui sera éventuellement échéancé dans le temps ou mené de manière globale en une fois. Suite à cette phase de programmation, la logique est de voter à ce moment-là une mission de maîtrise d'œuvre en phase conception. Donc, c'est la phase de conception qui va consister à aller beaucoup plus dans le détail sur un programme de travaux qui aura été identifié grâce à la phase de programmation, qui est le programme de travaux enthousiasmant pour le conseil syndical et la copropriété. Lors de cette phase, on va faire tous les diagnostics très approfondis, on va faire des cahiers des charges, on va décrire les travaux de manière complète et on va consulter les entreprises. Et puis, on va poursuivre les analyses financières à des niveaux précis et définitifs sur le coût des travaux, les subventions, les financements, pour arriver à l'Assemblée générale suivante, au vote des travaux. Donc, c'est la 3e marche. Donc, première marche, on parle de, pour faire simple, une enveloppe de 10 000 €, c'est l'étude de programmation qu'on peut appeler diagnostic technique global. La 2e marche, c'est les études de conception. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Et la 3e marche, ce sont les travaux. Bien là, on va parler de quelques dizaines de milliers d'euros par appartement pour mener une rénovation globale et performante, enthousiasmante. Quelle que soit la phase, programmation, conception, exécution, on aura besoin d'un certain nombre de compétences pour réussir. Ces compétences, il y a des compétences techniques liées à la thermique, on y pense, le DPE, voilà. Il y a des compétences techniques liées aux équipements, le chauffage, la ventilation. Il y a des compétences techniques liées au bâtiment. Il y a des compétences architecturales. Qu'est-ce qu'on peut faire réglementairement? Comment on peut rendre le bâtiment beau à l'occasion d'une isolation par l'extérieur? Il y a des compétences financières. Comment on monte financièrement l'opération? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment on va rendre accessible ce projet à tous les copropriétaires, quelle que soit sa situation? Traverser les arcanes réglementaires liées à ces subventions notamment et au financement bancaire en copropriété. Et puis, il y a des compétences d'accompagnement, de gestion de projet, de communication pour aider la copropriété à se mobiliser, aider le conseil syndical à mobiliser son assemblée générale tout au long de cette démarche, dès la phase de programmation pour arriver à réussir à franchir l'étape suivante du vote d'une mission de maîtrise d'œuvre en phase conception, puis tout au long de la phase de conception pour réussir à franchir l'étape du vote des travaux eux-mêmes. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est que toutes ces compétences soient réunies autour de la copropriété. Et finalement, de manière certaine, il va y avoir besoin d'ingénieurs, il va y avoir besoin d'architectes, il va y avoir besoin de spécialistes sur la gestion de projet et la communication en copropriété, il va y avoir besoin du syndic, il va y avoir besoin d'un conseil syndical moteur, motivé, porté par une personne leader. Et tous ces ingrédients doivent être sur la table. L'erreur à ne pas faire, c'est d'avancer dans une démarche de rénovation où il manque il y a un trou dans la raquette. À ce moment-là, c'est très compliqué à gérer. Et effectivement, je souscris à 100% aussi à ce qui a été dit sur le fait que l'enjeu, c'est la communication. Et nous, ce qu'on pense au sein de Sinov, c'est que le plus simple pour communiquer, c'est quand il y a un interlocuteur unique pour la copropriété. Et du coup, on pense que cet interlocuteur unique doit ensuite coordonner l'ensemble des compétences, que ce soit en interne au sein même de son entreprise, par exemple, c'est le cas de Senova, ou que ce soit par des groupements, un cabinet d'architectes qui travaille avec un bureau d'études thermiques, qui travaille avec un bureau d'études fluides, qui travaille avec un AMO, etc. Sinon, c'est trop compliqué pour le syndic et pour la copropriété, c'est l'usine à gaz sur les plannings, etc. etc. Donc, l'enjeu, c'est de rendre la démarche très simple, très sécurisante. Et du coup, le maître d'œuvre, il doit s'assurer, quand il répond à votre demande de devis sur la phase de programmation ou la phase de conception, que vous avez bien l'ensemble des compétences qui sont réunies. Et lui, il va venir compléter ce qui est existant éventuellement au niveau local. Par exemple, Éco-Rénovons Plus, eh bien, il y a des accompagnements prévus par la mairie de Paris. À ce moment-là, le maître d'œuvre va compléter tout ce dont il y a besoin sur les compétences à regrouper de manière à ce que cet accompagnement soit le plus économique possible, que vous ne payiez pas 2 fois évidemment l'AMO, ça répond aussi à ta question, et en même temps qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Voilà. Voilà, donc là, on a répondu à la question. Alors, si on regarde là sur les aides, je tire un peu le fil des aides, Antoine, on voit qu'il y a plusieurs types d'aides. On peut peut-être les lister, hein, que ce soit en travaux, en ingénierie, en AMO, enfin. Oui,
Ça, c'est vraiment ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait ouvrir un panel d'aide très large pour pouvoir venir aider les copropriétés à chaque instant de leur projet. Donc, en fait, à la ville de Paris et aussi au niveau de la métropole, il est mis en place un chèque audit. Alors, pour simplifier, en fait, on va venir aider le financement du DTG ou de l'audit global. Donc, c'est un chèque unique de 5 000 €. C'est très simple à comprendre et ça va pouvoir lancer la machine auprès de la copropriété. Elle va pouvoir bénéficier de cette aide. Et puis après, on va venir aider en finançant l'assistance à maîtrise d'ouvrage si c'est nécessaire. Nous, on accepte dans notre opération qu'il y ait une assistance à maîtrise d'ouvrage qui soit différente de celle qui est offerte par notre opération pour que la copropriété puisse vraiment choisir son accompagnateur. On va aider aussi, dans le cadre des projets architecturaux complexes, le financement de la maîtrise d'œuvre, parce que parfois on a des questions architecturales, patrimoniales complexes, donc il va falloir aider la copropriété à ce niveau-là. Et bien sûr, on va venir aider en termes de travaux. Donc, on va financer la performance énergétique. Dans ce cas-là, il y a une aide de la ville de Paris et puis on va chercher les aides de l'ANA. Donc, ça, c'est quand même un plus. Et puis, le petit plus à la ville de Paris, c'est qu'on va financer aussi des travaux environnementaux, notamment tout ce qui est lié à l'îlot de fraîcheur, qui est très important pour les villes très denses. Et donc, on va aussi aider les travaux de ce type-là. Donc, on couvre l'ensemble de la chaîne de coûts pour la copropriété avec des aides spécifiques à chaque fois et les accompagnateurs, les AMO ou nos opérateurs sont en capacité d'aller les mobiliser à chaque fois que c'est utile. Oui, on voit donc du coup, il y a un travail, j'imagine, de l'AMO, peut-être c'est Axel qui va pouvoir répondre, c'est de simulation financière sur l'intégration de toutes ces aides dans le cadre de projets de rénovation de la copropriété. Parce que quand on regarde des projets qui sont présentés aussi souvent sur les conférences, je parle au grand circuit, on voit il y a les projets sans rénovation ou les projets avec rénovation. Quand on a la rénovation énergétique, finalement, on arrive à accrocher des aides et souvent on arrive à avoir 50%, on peut arriver à avoir 50% d'aides sur un projet global de rénovation de bâtiments. Je voulais juste compléter ce que disait Antoine. La ville de Paris, je parle pour la ville de Paris, a aussi mis en place des aides individuelles pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, en complément des aides, des primes de l'ANA qui sont déjà mobilisables. Et du coup, chez Solia, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on fait très attention, c'est le maintien des propriétaires occupants modestes et très modestes dans leur logement. Donc, oui, comment on fait parce que finalement, ces personnes-là, il y a deux solutions. C'est soit ils peuvent suivre sur les travaux et à ce moment-là, ils restent dans le logement, soit ils ne peuvent pas suivre sur les travaux et ils partent. Et donc, on change la sociologie du bâtiment. Donc, c'est pour ça que ces aides, et puis ces aides aussi permettent à ce que tout le monde vote les travaux. Tout à fait. Et donc, le travail de Solia, c'est notamment d'identifier ces personnes à travers une enquête sociale qui va nous permettre de communiquer individuellement auprès des copropriétaires des plans de financement individuels et de communiquer donc, de manière confidentielle auprès des personnes modestes et très modestes qu'elles peuvent bénéficier d'aides complémentaires. Et évidemment, après, il y a un plan de financement global qui est communiqué à la copropriété. Il y a plusieurs étapes dans ces simulations. Donc, il y a une simulation qui va être un peu grossière, qui va être faite dès le démarrage, où on a encore un programme de travaux qui n'est pas tout à fait affiné. Donc on est sur des projections, sur plusieurs scénarios. Et puis, au fil de l'avancement et de la confirmation du projet de travaux, on va venir faire une deuxième, une troisième simulation financière et communiquer ça à la copropriété. Évidemment, pour embarquer les copropriétaires dans un projet de rénovation, il est indispensable qu'ils sachent quelle va être ce qu'ils vont devoir sortir de leur poche. Oui, parce que finalement, Dimitri, peut-être c'est le reste à charge qui est important pour que le propriétaire, je vais revenir après aussi à l'ARC et à Sanco, c'est le reste à charge, c'est-à-dire j'ai le propriétaire, j'ai un plan de travaux, mais je vais déduire de ça les coûts des travaux d'urgence, je vais déduire de ces éléments-là les coûts de l'énergie, et donc j'ai un reste à charge, un reste à payer, et c'est ça qui importe le copropriétaire, et finalement qui va lui permettre de passer à l'acte. Oui, tout à fait. Donc il y a le coût des travaux, on déduit les subventions. Là, ça fait le reste à charge. En tout cas, c'est le vocabulaire qu'on utilise, nous, chez Cnova. Ce reste à charge, on le finance par des prêts collectifs autant que possible à taux zéro sur 20 ans.
Et donc, ça nous fait une mensualité de l'ordre de quelques dizaines d'euros par copropriétaire sur 20 ans. Et cette mensualité, on y retranche les économies d'énergie permises par les travaux. Et donc, ça fait un effort financier résiduel mensuel qui, en général, quand on prend conscience qu'il est tout à fait accessible, motive les copropriétaires. Donc, effectivement, On peut être à une cinquantaine d'euros sur des rénovations globales. ça va dépendre de la taille de la copro, copro, ça va dépendre de si on se met des garde-corps de luxe ou pas, etc. Donc, mais ça va être, et puis ça dépend si on est modeste, pas modeste, etc. Mais effectivement, ça peut aller pour des petits logements dans des copropriétés plutôt modestes de cet ordre-là, 40, 50, à des plus grosses copropriétés ou plus gros appartements, je veux dire, dans une copropriété un peu plus, avec des prestations un peu plus haut de gamme, à quelques 100, 200 euros par mois. Mais oui, c'est bien de ça dont on parle quand on parle d'une rénovation globale, à comparer du coup également à la valeur de son bien, puisqu'il y a aussi un deuxième intérêt financier à faire une réno globale, c'est que les notaires ont démontré qu'à partir du moment où c'est voté, l'appartement dont vous êtes propriétaire prend immédiatement 5 à 10% de valeur sur le marché, ce qui compense plus que le coût des travaux, la quote-part résiduelle. Voilà. Voilà, on va prendre une question de. Je voyais une question dans la salle. On va prendre une question dans la salle. Ça nous fera un petit décrochage de questions. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai une petite question pour la dame de Solia. L'audit social est réservé uniquement pour les copropriétaires de Paris ou c'est valable aussi pour l'Île-de-France ou la France? Il faut prendre le micro, Axel. L'audit social. L'enquête, j'ai parlé L'enquête d'enquête sociale. sociale. En fait, l'enquête sociale, elle est menée systématiquement par l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour identifier les propriétaires occupants modestes et très modestes, parce qu'il y a des aides qui sont délivrées par l'ANA. Mais quand j'ai parlé d'aide de la ville de Paris, effectivement, c'est que pour les Parisiens. Sanko, oui. Il faut. Et notamment pour le chèque audit Métropole Grand Paris. Donc, ça ne correspond pas à toute l'Île-de-France, mais une grande partie de la petite ceinture et qui déborde un peu. Merci, madame, pour cette précision. Mais ce que vous voulez dire, Axel, peut-être, c'est que vous avez une attention toute particulière sur ce sujet. J'imagine, en fonction des AMO, même s'il y a des éléments réglementaires, il y en a certains qui font un focus plus ou moins important sur certains éléments, non? Oui, enfin, notamment parce qu'on a des personnes chez nous qui s'occupent spécifiquement de mobiliser des aides sociales. Donc, en fait, on n'en a pas parlé. Il y a des aides. Il y a encore d'autres aides, des aides sociales. Alors, les montants, ça ne va pas être des montants énormes, mais c'est toujours un plus pour les personnes modestes et très modestes. Donc, ça va être les aides du CCAS, par exemple, des caisses de retraite. Et chez nous, on a des gens dont la mission est de mobiliser ces aides sociales pour ces copropriétaires en complément des aides individuelles de l'ANA et à Paris, de la ville de Paris. Voilà. Stanko, est-ce qu'aujourd'hui, on va parler un peu d'énergie, là, ça n'a manqué à personne que ça va augmenter l'année prochaine de 15%. Oui. En tout cas, ça va être limité. Hein. Pour l'instant, oui. Mais pour certaines personnes, ça va représenter un peu d'argent. Du coup, est-ce que les copropriétaires aujourd'hui, à l'Arc, je sais que vous avez 15 000 copros à peu près, oui, ils viennent vous voir en ce moment en disant bon, il faut qu'on fasse des travaux de rénovation globale, il faut qu'on trouve une solution. Oui. Il y a plusieurs facteurs. Donc, l'énergie avait commencé déjà, le prix a commencé à exploser avant la guerre en Ukraine. Donc, au mois de novembre, il y avait déjà des pics parce que notamment, certains fournisseurs ont arrêté de proposer des contrats pendant quelques jours parce qu'ils ne savaient plus comment que proposer, parce qu'ils se battaient pour réserver des lots de gaz ou autres. Et donc, avec la guerre en Ukraine, évidemment, on est tous au courant et on le vit. Juste pour revenir que tous les audits et toutes les projections sont calculés sur un prix de l'énergie. Et donc, l'économie qu'on peut faire sur l'énergie à un prix d'aujourd'hui, ce ne sera pas la même avec le prix qui va augmenter fortement. Donc, ça augmente encore plus l'intérêt de faire des travaux. Et donc, nos copropriétaires, ils en sont conscients. Les 14-15 000 copropriétés adhérentes à l'Arc nous font remonter vraiment un intérêt. Et récemment, même des acteurs de la copropriété qui étaient moins mobilisés tels que les copropriétaires bailleurs, avec les dispositifs de ne plus avoir le droit d'augmenter les loyers à partir pour les logements classés F et G
et bientôt l'hypothétique, enfin la menace de ne plus pouvoir carrément les mettre en location parce qu'ils sont considérés indignes, ça fait bouger aussi cette partie des copropriétaires qui avant étaient un peu plus réticentes à s'engager dans des investissements. Et donc, on a beaucoup de demandes. Oui, tout à fait. C'est un grand sujet au cours des permanences et on est interpellé quotidiennement là-dessus. Oui, parce qu'il y a la peur aussi, effectivement, du déclassement du logement qui va être un passeur thermique sur lequel le propriétaire bailleur ne pourra plus le louer. D'ailleurs, c'était plutôt les propriétaires bailleurs qui ne voulaient pas entretenir leur logement, finalement, qui vont être sanctionnés. Alors, je ne veux pas jeter le pauvre sur les propriétaires bailleurs parce qu'il y a tout type de profil. Évidemment, si on regarde une SCI qui considère un logement comme une vache à lait, c'est sûr qu'il y a moins d'intérêt à investir d'argent. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, la plupart, quand même, voient son intérêt. Et là, on voit bien que tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire tout le panel d'aides donc de base, plus les bonus, plus les primes qui sont en ce moment mobilisées, sont historiques, quoi. C'est vraiment, on arrive à un moment historique et on pousse à la rénovation globale. Donc après, derrière, cela ouvre d'autres questions. Est-ce que le secteur du bâtiment va pouvoir suivre, notamment au niveau de la maîtrise d'œuvre? Est-ce que aujourd'hui, je me tourne vers Dimitri, est-ce qu'une copropriété de 200 lots, elle va pas avoir de mal à engager un cabinet pour faire un DTG? Une propriété de 3 lots, de 4 lots, c'est un peu plus compliqué, même si il y a des chèques audits, etc. Mais c'est du côté des ingénieurs que ça bloque parce qu'ils sont, je suppose, peut-être que tu vas me confirmer, débordés par la demande. Ah, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a un appel d'air qui est fait. Au-delà, tout à l'heure, Dimitri en parlait, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour maturer son projet, pour le temps de voter, donc ça, c'est 3 ans. Mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un point de blocage qui est on manque de ressources à la fois sur l'étude, mais peut-être sur les entreprises de travaux. Alors, Alexandre n'est pas d'accord, alors peut-être elle va répondre après. Alors, Dimitri, après Alexandre. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les copropriétés sont très volontaires pour avancer dans des démarches de rénovation globale, puisqu'il y a tous les avantages qu'on a déjà cités. Mais en plus de ça, elles se disent que les travaux, du fait de l'inflation, coûteront beaucoup plus cher dans 5 ans. Et donc, ils préfèrent bloquer l'achat tout de suite, financer à taux fixe sur 20 ans. Pour eux, c'est, dès lors qu'ils ont compris ces mécaniques, très intéressant. Et donc, effectivement, on fait face à une demande croissante très importante. Là, chez Cénova, on est une entreprise qui regroupe des architectes, des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes du financement. On est une entreprise de 50 collaborateurs. On accueille 16 collaborateurs juste au mois de septembre. Et donc, on met en place un campus sur 1 an avec des montées en compétences sur l'ensemble des compétences pour pouvoir être en mesure de faire face à la demande croissante de la démarche de rénovation en copropriété. Et ça nous paraît indispensable de suivre, sinon on va être un facteur limitant de la transition écologique. Et chez Sinov, on pense que tout le monde doit se structurer de cette manière-là. On est en train de travailler sur les filières de formation et j'alerte les entreprises sur le fait qu'il est important qu'elles aussi suivent cette démarche-là. Donc, on rentre dans des dynamiques de croissance de l'ordre de 40 à 50% par an tous. Sinon, la transition écologique des bâtiments va rencontrer un sérieux problème. On n'y arrivera pas. Alexandre, là, pour rebondir, oui. Oui, je rebondis en fait sur le fond de ta première remarque, qui est de dire on n'a pas assez d'effectifs pour faire, du côté ingénieur, on n'a pas assez d'effectifs pour aller faire les DTG ou les PPT. On n'a peut-être pas assez de motivation. Je vais être un petit peu incisif, mais en fait, Stanco le sait, nous, on est sur une démarche avec la compagnie et l'ARC sur la rénovation, sur les DTG des petites copros. Donc, je rappelle, nous, à la compagnie, on est 130, on est tous motivés pour aller chercher les copros de 3 à 15 lots. Par contre, on pêche en thermicien, par exemple. Et pourquoi? Parce que les thermiciens, des 5 à 20 lots, ne sont pas spécialement intéressés. Alors là, je vais être encore plus incisif. Forcément, 5 à 15 lots, ce n'est pas forcément beaucoup d'honoraires. Et puis, donc, ça ne rapporte pas forcément une agence qui a 16 à 20 personnes. Oui, voilà. Alors que nous, les petites structures, entre 1 et 5 personnes, bien évidemment, les 80% de copros qu'on a, tout à l'heure, j'entendais Antoine parler du nombre de copropriétés qu'il y avait à Paris, 44 000, c'est ça. Nous, on y va à fond. Par contre, les ingés, ils sont plus motivés à aller à Elancourt ou à Melun, où il y a des bars de 200 lots pour travailler. Voilà. Oui, c'est pour ça que je le donne de la tête. Est-ce que Alexandre, finalement, aujourd'hui, vous voyez, donc ce que vous me dites, c'est que les plus petites copropriétés, elles sont à la fois, elles ont plus de mal, elles sont peut-être un peu moins accompagnées. C'est pour ça qu'avait été mis en place
le chèque pour les DTG et les audits, mais et on a un peu elles sont pas moins accompagnées les petites copros, puisque comme le disait Stanko et comme je le disais, il y a des architectes et il y a des associations qui y vont, et il y a aussi des thermiciens ou des ingénieurs structures qui y vont, bien évidemment. Je vise personne, hein. Elles sont accompagnées, par contre, elles sont pas forcément dans la démarche vertueuse de réduction d'énergie, parce qu'elles font le constat de leur bâtiment en se disant, puisque c'est un autre phénomène, tout à l'heure on parlait de comment on fait pour habiller un petit bâtiment en briques avec des monolatures et de la faïence, par exemple comme on a autour de nous là sur la rue de l'Ourmel, pour réduire sa consommation énergétique. Parce que l'objet de tout ça, la démarche vertueuse de tout ça, c'est pas de réduire le coût de la dépense, parce que comme on le sait tous, on prend 15% d'augmentation sur l'énergie tout le temps. La démarche vertueuse, c'est de consommer moins d'énergie. C'est d'abord ça la démarche. Et comment on le fait sur une copro, encore une fois, qui a des encorbellements ou qui a une belle allure parisienne, ça c'est très compliqué. Alors c'est là qu'on a besoin, nous, d'ingénieurs pour aller travailler sur des solutions techniques efficientes et, comme tu le disais, belles, pour que architectes et ingénieurs travaillent dans le bon sens. Oui, et on peut parler aussi, du coup, est-ce qu'il faut aller voir les architectes de bâtiments de France dès le début du projet, là, parce qu'on parle de beau, hein, et on parle de préservation du patrimoine, dès le début du projet. C'est quoi votre méthode? Parce qu'on peut se poser la question. La méthode, elle est assez empirique, en fait, parce que, bien évidemment, on aimerait. Alors, je fais un appel à mes confrères des bâtiments de France, venez autour de la table. Venez discuter avec nous. Encore une fois, nous, à la compagnie, on va venir vous voir, on va aller voir les archives des bâtiments de France, on va voir les archives du patrimoine pour discuter, puisque on fait le constat dans l'association d'énormément de refus de déclaration préalable au fait qu'on n'a pas le droit de surélever de 5 cm une toiture haussmannienne parce qu'on casse le profil, mais on veut isoler. On a du mal à isoler des courettes d'immeubles invisibles parce qu'on ne respecte pas le prospect parisien. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Et aller en premier lieu voir les ABF, c'est une bonne idée, mais il faut d'abord motiver la copro. En fait, comme on le disait, c'est un des maillons en fait, de la chaîne qu'il faut réintégrer au projet et au système. Et là, j'appelle à la mairie de Paris, si vous pouvez nous aider dans ce sens, on est clairement demandeur. Oui, Antoine, donc… Nous, on est effectivement aussi très concernés par ça, puisque en plus des architectes des bâtiments de France, on travaille avec la direction de l'urbanisme qui délivre les autorisations. Et c'est un travail qui est mené. Et c'est vrai que c'est un travail difficile, puisque le patrimoine à Paris il est extrêmement riche, il est extrêmement diversifié. Et souvent, on entend qu'il faut traiter bâtiment par bâtiment. C'est vrai que pour rénover l'ensemble du territoire, c'est compliqué d'agir bâtiment par bâtiment. Donc, je rappelle 44 000 copros. Ça veut dire 44 000 fois aller voir les architectes des bâtiments de France. Eux-mêmes, j'imagine, de leur point de vue, que c'est quelque chose qui les effraie un petit peu. Donc, effectivement, il faut qu'on renforce notre travail tous ensemble pour que la qualité architecturale, maintenant, se lie bien avec la performance énergétique pour qu'on préserve à la fois le patrimoine et qu'on fasse baisser nos consommations d'énergie et par là même qu'on émette moins de CO2 pour qu'on limite le réchauffement climatique. Oui. Ce qu'on fait finalement, ce que j'entends, c'est qu'on lève les freins petit à petit pour la rénovation énergétique. On a levé les freins des financements, et donc depuis l'audit jusqu'aux travaux. Mais il y a encore des freins qui sont aujourd'hui architecturaux, notamment là il faut faire. Est-ce que je fais le choix de l'architecture ou est-ce que je fais le choix de la performance énergétique? Et il y a aussi le frein, ce que vous décriviez, c'est il faut embarquer tous les copropriétaires dans un projet parce que au bout du compte, si on a levé tous les freins techniques, que le bureau d'études a bossé, l'architecte et qu'il y a les entreprises qui sont prêtes, il faut quand même que les copropriétaires, à un moment, votent les travaux. Alexandre, peut-être. Et bien évidemment, en fait, comme on le disait tout à l'heure, il faut un groupe de travail rénovation globale au sein de la copro qui est pas spécialement le conseil syndical. Il faut un groupe de travail. On a oublié de nommer nos copains syndics de Stanko, mais effectivement, on a quand même des professionnels non, mais c'est vrai, de la gestion d'immeubles
Je aussi, confirme. redis-le, ils vont être contents. Il en existe certains de qualité, oui, Ouais, je voilà. confirme. Ouais. J'ai aucun mal Une petite, à le reconnaître. petite dédicace à Gilles Frémont, mon camarade de NGC. Effectivement, il y a beaucoup de syndics qui ont des qualités, et en particulier celle de motiver les conseils syndicaux, de les élargir à des groupes de travail rénovation énergétique, pour que, comme on le sait, tout le syndicat soit mobilisé et puisse aller dans le bon sens de la rénovation. Oui, donc il y a ce groupe de travail. Est-ce que, Dimitri, c'est quelque chose que vous faites aussi, vous préconisez aussi, Nov, d'avoir un groupe de travail au sein de la copropriété rénovation énergétique? Ah oui, oui, c'est indispensable en fait, hein. La mise en mouvement du collectif passera par le fait que le projet est solidement porté par des personnes qui sont enthousiasmantes, à l'écoute, dans le dialogue au sein de la copropriété, qui sont capables d'accueillir les réticences, les peurs, qui sont capables d'accepter aussi que certains se rencontrent, et voilà, et de porter une dynamique de projet, c'est indispensable. Et c'est vrai que nous, quand on nous appelle, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de qualifier, est-ce que cette copropriété-là a un projet qui est viable humainement? Est-ce qu'on sent que le porteur de projet, il en est capable? Est-ce qu'il est suivi derrière, etc. Et viable techniquement? Est-ce que cette copropriété, elle est en mesure de faire à un coût qui n'est pas astronomique, une rénovation globale, performante, qui déclenchera l'ensemble des aides, etc. Et du coup, dès lors qu'on a oui à ces deux questions, on passe du temps à produire une proposition d'accompagnement, une mission de maîtrise d'œuvre, etc. Oui, Axel, sur les études que vous faites, on parlait de sociologie des enquêtes, c'est un élément important que vous faites au début sur définir si est-ce que la copropriété va être mature pour, je parle intellectuellement, pour aller sur un projet de rénovation globale. Oui, c'est un point clé pour intégrer notamment le dispositif Éco-Rénovons Paris. Et c'est un travail qui est mené avec donc le guichet unique, qui est l'Agence parisienne du climat, dont le rôle est bien d'accompagner dans les premiers temps du projet de la copropriété dans la maturation du projet, jusqu'au moment où on se dit OK, c'est bon, on a un référent énergie, donc on a un point de contact dans la copropriété, on sent que les copropriétaires sont motivés, on a quelque chose qui commence à se dessiner. Donc là, on peut enchaîner nous derrière, prendre le relais et accompagner la copropriété pour voter sa maîtrise d'œuvre. Alors, on a un petit quiz pour vous, cher public et cher intervenant de la table ronde. Voilà, Benjamin. On a 3 questions, parce qu'on arrive au terme de notre table ronde. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Sur lequel le public à distance, effectivement, va pouvoir voter, mais aussi vous, dans la salle, vous pouvez voter. La première question, la réalisation des DPE collectifs sera obligatoire pour toutes les copropriétés à partir du 1er juillet 2022, 1er janvier 2024, 1er juillet 2025, 1er janvier 2026. Allez, on vous laisse voter. Deuxième question, toutes les copropriétés doivent obligatoirement réaliser un plan pluriannuel de travaux, ce qu'on appelle le PPT alors, dès à présent, à partir du 1er janvier 2024, à partir du 1er janvier 2025, à partir du 1er juillet 2030. Et puis, troisième question, l'éco-prêt à taux zéro, éco-PTZ peut courir jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Allez, on vous laisse voter, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Et puis, on prendra quelques questions dans la salle aussi, si vous avez des questions encore. Voilà. 0. Allez, Benjamin, on affiche les résultats. Alors, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, première question, DPE collectif obligatoire en majorité à partir du 1er janvier 2024. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y en a un qui veut… Stanko, je te voyais… Effectivement, l'entrée en vigueur est échelonnée sur 3 ans, et donc toutes les copropriétés, parce qu'il y avait un petit aspect piège dans la question, toutes les copropriétés sont en 2026. Ah, c'est toutes les copropriétés en 2026, donc ce n'était pas 2024. Hein. Non. Donc c'est 2026, c'est ce qu'a mis Benjamin. Ensuite, deuxième question, le plan pluriannuel de travaux. Il est obligatoire à partir de quand? Là, Stanko, là, peut-être tu vas garder le micro alors. Alors, plan pluriannuel de travaux, Benjamin, oui. 25, 1er janvier 25, c'est-à-dire que au-dessus de 200 lots, théoriquement, c'est à partir du 1er janvier 23, donc là, demain. Entre 50 et 200 lots, c'est 1er janvier 24, et en dessous de 50 lots, 2025. Donc, voilà. C'est comme pour le DPE, mais décalé d'1 an. Ouais, voilà. Donc, toutes les copropriétés, c'est 2025, mais ça commence l'année prochaine. Là, dans quelques mois. En théoriquement. 2023.
Excusez-moi, juste pour préciser une chose, le PPT est une liste. On ne vote pas les travaux. C'est une liste qui sera obligatoire de présenter à chaque AG, mais on ne vote pas les travaux. Idéalement, c'est fait pour encourager à voter les travaux. Mais ça ne veut pas dire que vous devez voter les travaux là en janvier prochain pour les plus de 200 lots. Voilà. Et dernière question, l'éco-prêt à taux zéro peut courir jusqu'à 10, 15, 20, 25 ans. Là, qui est-ce qui veut voter? Qu'est-ce qui veut apporter une réponse? Dimitri. Axel, peut-être? Axel? Pour moi, c'est 20 ans, mais j'en suis pas 100% sûr. 20 ans, c'est sûr. 25, je sais on avait des discussions avec l'État en cours pour essayer de rendre cet éco-prêt à taux zéro beaucoup plus facile à mobiliser en copropriété sur des durées beaucoup plus longues, parce qu'en fait, un ravalement, quand on le fait avec une isolation, il va durer minimum 20 ans. Voire un peu plus. Et donc, plus on a accès à du financement gratuit sur une longue période, plus le vote se fait comme une lettre à la poste. Donc, 20 ans, c'est sûr. 25 ans, peut-être que c'est en cours d'études. Voilà, Benjamin a eu 20 ans, bon, à confirmer. Question du public. Alors, madame, vous aviez une question. On va vous donner le micro. Oui, merci. En fait, j'ai une question en termes de chiffres. Est-ce que l'un de vous a une idée des proportions des copros des petites? Moi, perso, je vais en reprendre une de 9 lots, par exemple, pour savoir un peu en termes d'AMO ou même de maîtrise d'œuvre, derrière, comment vous pouvez mobiliser les professionnels pour travailler sur ce type de petites copros, parce que tôt ou tard, on va être amené à faire nos travaux, qu'on arrive à mobiliser les autres propriétaires ou pas. Parce que sinon, après, le risque, c'est de tomber dans la copro dégradée et je pense que ça peut aller très vite. Voilà, alors il y avait deux questions en une. C'est la représentation des copros. Est-ce que c'est des petites, des grandes? Il y avait Alexandre aussi qui voulait… allez, Alexandre, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au marché. C'est-à-dire les professionnels sont très démarchés en ce moment et effectivement, une copro de 200 lots aura plus de chances de recevoir des devis qu'une copro comme la vôtre de 9 lots. Sachez néanmoins que c'est un cas très répandu. Une grande partie, là, je n'ai pas les chiffres en tête pour les moyennes des copropriétés, mais nos adhérents, par exemple, on a une grande partie qui est à 10 lots, par exemple. Donc, c'est quelque chose de très commun et c'est des copropriétés, effectivement, qui aujourd'hui se retrouvent dans une certaine frustration. Parce que d'un côté, il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect qu'une copro de 9 lots, généralement, ce n'est pas toujours, mais souvent, c'est du bâti ancien. Et donc, dans le contexte actuel, ils voient qu'il y a ma prime rénov', etc. Mais en fait, c'est qui est conditionné à l'atteinte de 35% de gain énergétique. Et que ces 35% sont très, très, très difficiles à atteindre pour des copros avec ces caractéristiques-là. Et donc, il y a une certaine frustration qui nous est remontée et qu'on constate. Alexandre, et donc, pour répondre, en fait, comment faire venir des entreprises et des professionnels sur vos bâtis au travers de la fidélité qu'elles peuvent avoir auprès d'architectes comme ceux de la compagnie, parce que on a quand même un volant de dossier, donc forcément, à force de travailler avec les uns et les autres, on crée des facilités d'approche des consultations des petites copros. Et puis, l'autre volet, en fait, c'est passer avec des entreprises passionnées du patrimoine et de l'entretien, qui ne sont pas forcément des gros faiseurs, qui n'étalent pas forcément de la laine de roche sur des bars et autres, mais des mecs je ne vais pas citer de nom aujourd'hui, mais qui sont vraiment dans le respect de la façade parisienne, dans le respect de la couverture en zinc, et qui vont, même sur la petite banlieue ou la grande banlieue, aller rénover la ville et réparer la ville. Oui, non, ce que j'entends, madame, c'est que la compagnie des architectes de copropriété sait répondre à votre besoin et qu'il y a des entreprises aussi qui savent faire. Alors, l'association, pas forcément, mais les membres de l'association, oui, tous les adhérents, les 130 architectes qui sont compagnons de l'association vont répondre forcément à vos attentes. Oui. Voilà, j'ajouterais juste un petit complément. Effectivement, je crois que 90% des copropriétés en France font moins de 20 logements, donc c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir et dire haut et fort, en fait, aussi, c'est que quand on est propriétaire ou copropriétaire d'une résidence de 5 ou 9 logements, eh bien, il faut s'attendre à ce que tout coûte beaucoup plus cher par copropriétaire. Pourquoi? La mission de maîtrise d'œuvre, d'AMO, etc. En vrai,
qu'on travaille sur un bâtiment qui fait 10 logements ou un bâtiment qui fait 50, ça ne change pas la face du monde. Par contre, ça change la face du monde répartie par copropriétaire. Et de même pour les travaux. Donc, il y a une sorte d'acceptation aussi à faire du côté des copropriétaires et qui, objectivement, pour nous professionnels, c'est plus difficile aussi de faire voter nos missions et voter les travaux sur des petites copropriétés parce qu'on n'est pas non plus sur des coûts de maison individuelle. Une rénovation globale et performante d'une maison individuelle, ça coûte aux copropriétaires plutôt de l'ordre de 100 000 € que de l'ordre de 20 000 €. Et ben dans les petites copros, on n'est pas loin non plus. Donc, est-ce que vos 9 copropriétaires, vos 8 copropriétaires sont prêts à vraiment faire l'effort d'investir plusieurs milliers d'euros d'études et plusieurs dizaines de milliers d'euros, 50 peut-être, par copropriétaire? C'est ça. Et du coup, nous, professionnels, face à ces situations-là, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de produire des propositions ou même des missions de conception qui ne se traduisent pas en travaux derrière parce que les copropriétaires n'arrivent pas à être d'accord majoritairement pour faire des investissements très significatifs. Donc, on est aussi, nous, professionnels, confrontés à cette difficulté-là. Donc, est-ce que vos copropriétaires sont OK? C'est la première question à déminer. Est-ce que vous êtes OK pour y aller franco? Oui, pas de souci. Mais dans ces cas-là, vous trouverez des professionnels. Ouais. Par contre, si c'est qu'un cas, on ne préfère pas passer de temps. Alors que sur une copro de 200 logements, qu'un cas, ramener au copropriétaire et tout, ça passera. Ouais. Voilà. Antoine, oui. Oui, je vais ajouter quelque chose. Pour le territoire parisien, on a 75% du bâti qui a été construit avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la moyenne de taille des copropriétés, c'est 20 logements. Donc, des petites copros, il y en a énormément à Paris. Et ça, on l'a bien compris à la ville de Paris. Donc, nous, effectivement, les aides de l'ANA commencent à 35% de gains énergétiques. Il y a des copropriétés qui ne sont pas capables d'y arriver. Et du coup, la ville de Paris a mis en place des aides à partir de 15% de gains énergétiques. Et puis, on majore nos aides pour le bâti d'avant 1948. Parce qu'on sait que les travaux coûtent beaucoup plus cher pour ces petites copropriétés-là. Donc, il y a des accompagnements qui existent et qui sont spécifiques. Effectivement, il faut une motivation. Et effectivement, ça coûtera plus cher pour les petites copropriétés, mais on a des moyens d'accompagner, même financièrement, maintenant, ces copropriétés-là. Oui, donc, madame, il faut regarder aussi les aides. Une autre question dans le public? Question Internet, allez, pour faire un peu d'équité. Morgane. Alors, on a Jean-Claude qui pose la question du quid de la pertinence du DPE pour les copropriétés horizontales. Alors, copropriété horizontale, alors ça, c'est encore notre sujet, on n'en a pas trop. C'est les copropriétés horizontales, finalement, c'est les maisons individuelles en bande, pour résumer. Hein. Oui, alors le DPE, c'est un document réglementaire déjà. Il y a le DPE au niveau du lot, donc du logement, qui est celui qui va être indispensable pour mettre en location ou en vente son appartement. Et il y a le DPE au niveau immeuble de la copropriété, qui lui est obligatoire comme on l'a vu, mais qui est différent et qui d'ailleurs ne suffira pas en l'état à mettre en location ou en vente votre logement. Déjà, il faut avoir conscience de ces subtilités réglementaires. Ensuite, du coup, je pense que c'est important de laisser le DPE là où il est, c'est-à-dire à un point purement réglementaire qui permet de savoir à quelle réglementation je suis soumis et à quelles aides je peux bénéficier. De quelles aides je peux bénéficier. L'enjeu, c'est plutôt comment est-ce que votre copropriété peut identifier un programme de travaux enthousiasmant, pertinent par rapport aux enjeux de rénovation tout court du bâtiment, par rapport aux enjeux écologiques, par rapport aux aides disponibles. Et du coup, le DPE ne répondra pas à cette question. Il y aura besoin d'une analyse beaucoup plus large, architecturale, technique, etc., comme on l'a dit, pour faire la phase de programmation. Et le DPE est juste un des ingrédients de la décision pour savoir d'où on part, où on arrive, à quelles aides ça déclenche, etc. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est le DPE immeuble qui permettra de le faire. Voilà. Merci pour ces questions. Eh bien, on peut les applaudir. On a terminé cette table ronde. Bravo à vous pour cette intervention.